Allez, c'est parti. Bienvenue à tous, du coup. On va être une petite comité aujourd'hui pour parler de Bazel. Et donc, on va dire, voilà, comment améliorer vos builds avec cet outil-là, donc qui est bien, en tout cas. Moi, j'aime bien. Donc, aujourd'hui, en fait, ça va être une introduction à Bazel. On va quand même détailler pas mal de points, mais ça reste vraiment, on va survoler en fait les concepts. En 40 minutes, c'est un peu court de façon de creuser. Mais derrière, je suis là encore toute la journée si vous avez des questions sur le stand Microsoft pour parler de ça, mais bien sûr d'autres sujets aussi. Un petit disclaimer, effectivement, donc ça reste une introduction, donc je vais vous présenter l'outil. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser dès demain dans vos projets. C'est à vous de juger effectivement s'il est intéressant de le mettre en place sur vos projets ou pas du tout, en fonction de toute façon de ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors déjà, oui, effectivement, vous allez tous me dire, bon, encore un autre outil de build, il y en a déjà plein, que ce soit en JavaScript, mais dans d'autres communautés. Alors, ma petite histoire personnelle, c'est comment j'ai découvert Bazel. Je suis contributeur en fait sur l'équipe Angular, et il y a 2 ans à peu près, donc pour Angular, pour ceux qui ne connaissent pas, donc le projet, le framework, à l'époque, on utilisait pas mal de Gulp et de Script Shell pour builder le projet sur GitHub. Et depuis en fait que donc l'équipe Core a mis chez Google en tout cas, ils ont mis en place Bazel. On est passé d'un temps de build d'à peu près 1 heure à 7 minutes. Donc ça c'est en fait à chaque fois qu'il y a une pull request qui est envoyée, qui est créée, et voilà, il y a un build qui se déclenche qui durait 1 heure avant, et maintenant on est dans les 7 minutes. Donc aujourd'hui je vais vous montrer effectivement comment ça se fait. Donc moi ça m'a intéressé à l'époque, je voulais savoir en tant qu'ingénieur, c'est énorme ce gain. Et voilà, donc j'ai découvert pas mal de choses, et tout ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est des choses que j'aurais voulu avoir il y a 2 ans, quand j'ai découvert Bazel, plutôt que de foncer directement dans le code. Donc, je m'appelle Wassim Chegam, je travaille chez Microsoft, je suis ce qu'on appelle un développeur advocate, c'est-à-dire qu'en fait je représente les développeurs auprès de... Donc mon organisation c'est Azure, donc la partie cloud, et principalement les développeurs JavaScript, dans mon cas. Vous pouvez me trouver sur Internet, Manikineko, sur Twitter, sur GitHub aussi, et j'écris pas mal sur Dev2, sur tout ce qui est JS de manière générale, et open source. Comme je disais tout à l'heure, en fait, voilà, je contribue à pas mal de projets, historiquement Angular, mais après je switch petit à petit sur Bazel. Et pas Bazel, la core team Bazel, parce que ça c'est que des Googlers, mais plutôt un fork d'une équipe qui est spécialisée en web, donc tout ce qui est Bazel mais pour le web, donc on s'appelle Web Team. Et voilà, vous pouvez me trouver mes projets sur wassim.dev. Donc je fais pas mal d'outils pour les développeurs. Donc je suis développeur, donc si vous avez peut-être utilisé un ou plusieurs outils de ceux-là. Bref. Alors pour introduire Bazel, on va déjà s'attaquer effectivement au problème. Donc pourquoi Bazel En tant que développeur JS, donc, je pense qu'on a tous subi ça, les temps de build anormalement long, enfin le process, les manques de conventions et voilà, pléthore de choix, que ce soit parmi Webpack, Parcel et ainsi de suite. Il s'avère aussi que le temps de build qu'on remarque, en fait, il est proportionnel au fichier. Donc plus le projet grossit, devient complexe, plus ça met plus de temps en fait à builder. Bon, pour ceux qui font de l'Angular, je pense voilà, sur des très gros projets, on a tous remarqué les temps de build de l'ordre de 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure en fonction de la complexité de projet. Et ça, je l'ai vécu personnellement chez des clients avant quand j'étais consultant. Après, voilà, il y a aussi le temps de rebuild. Parce que quand on a le temps de build initial, mais en fait, à chaque fois qu'on fait une modification, en tant que développeur, on a envie que ça se répercute facilement, rapidement, pour avoir en fait un feedback. Or, c'est pas ce qu'on constate. Généralement, encore une fois, pour la même typologie de projet, on est plus dans l'ordre de 30 secondes, des fois, pour que ça recompile. Et je parle que d'Angular, je ne parle pas des autres technos. Et bien sûr, tout ce qui est lié aussi à la CI. Bon, ok, je build sur ma machine, ça build parfaitement, tout est vert, mais dès que je déploie ma pull request, en fait c'est rouge. Voilà, les dépendances sont pas les mêmes, les versions sont pas les mêmes, donc c'est pas très hermétique, on va dire. Donc bien sûr, vous me voyez venir. Donc, et si on se disait, plutôt que d'avoir un temps de rebuild proportionnel au nombre de fichiers, qu'il soit plutôt proportionnel au nombre de changements que je fais en fait dans mon projet. Si je modifie un seul fichier, je veux que seulement ce fichier-là, qui soit donc rebuildé,
et donc recompiler. Pareil, donc ça c'est 2 secondes. Je fais une modif, je veux que ça prenne 2 secondes. Ces 2 secondes-là, en fait, c'est ce que ciblent les ingénieurs chez Google, les Googlers, en interne. Voilà, je fais une modification, peu importe la complexité du projet, je veux que ça prenne 2 heures pour que ça montre quelque chose à l'écran. Et bien sûr, je veux aussi que ça build partout. Donc voilà, ça marche sur ma machine, ça marche pas sur ta machine, ça on oublie. Il faut que ça marche partout, de la même manière. Donc bien sûr, sans surprise, Bazel, c'est ce qu'il nous promet. Voilà, donc il nous apporte effectivement tout ce que je viens de dire là, et puis bien plus, on en parlera tout à l'heure. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est Bazel? Donc Bazel, c'est un orchestrateur de build et de test. Donc c'est pas un build system en fait, c'est un orchestrateur. Bazel ne build pas vos projets, il va utiliser ce qu'on appelle des règles ou des plugins pour faire le travail. Et en fait, il est polyglotte, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure au début, avant de commencer la session, je vais vous présenter aujourd'hui des exemples sur JavaScript, sur Rust, mais ça peut être n'importe quel techno. Et s'il n'y a pas votre langage préféré, vous pouvez écrire des plugins pour ça. Voilà, donc effectivement, pour ceux qui utilisent déjà du Webpack ou du Maven ou ce que vous voulez, Bazel ne remplace pas en fait ces outils-là, il va plutôt les améliorer. Et comme je disais ici, voilà, il va donner des super pouvoirs, type incrémentalité et par exemple, pouvoir paralléliser vos builds. Quelques éléments intéressants qu'apporte Bazel. Donc c'est l'incrémentalité. Voilà, je fais une modif. Uniquement les fichiers que j'ai modifiés vont être changés, et pas tout ne sera pas recompilé. Le côté hermétique, c'est-à-dire que mes packages en fait sont vraiment isolés, voilà, il n'y a pas de dépendance globale ou autre qui vont venir modifier en fait le côté comment je vais builder en fait en package. Ici, je dis industrial grade parce que voilà, Bazel, c'est la version open source de l'outil que... je ne l'ai pas dit, ouais, donc c'est open sourcé par Google. Et ça fait plus de 12 ans en fait, qu'il c'est utilisé en interne, sous l'appellation Blaze, si vous regardez sur Internet, pour builder leur monorepo. Donc, composable déterministe, voilà, c'est que je vais pouvoir en fait écrire mes règles, peu importe la techno. Par exemple, sur un même monorepo où j'ai par exemple du Rust, du JavaScript, je vais pouvoir builder toutes ces technos-là, voilà, de manière assez simple. Je vous ai mis ici quelques exemples de techno et langages supportés. Bien sûr, aujourd'hui, encore une fois, je vais parler de Node.js, TypeScript, parce que c'est ce qu'on fait nous dans l'équipe Web Team. Mais si vous voulez, je sais pas, faire du proto-buffer, il y a des règles qui existent pour ça. Packager sur Docker, déployer sur Kubernetes, et en fait, il y a pas mal de choses qui sont déjà faites par la communauté. Et bien évidemment, il y a d'autres acteurs qui utilisent Bazel, autres que Google. Et surtout Spotify, en fait, ils ont pas mal contribué à la partie WebAssembly. Donc ça, c'est intéressant. Ok. On va donc... je vais vous présenter quelques concepts, encore une fois. Donc c'est les concepts que j'aurais voulu connaître il y a longtemps, mais que j'ai connus au fur et à mesure, en fait. C'est en gros l'essentiel des choses à connaître pour débuter avec Bazel. Le premier concept, c'est assez simple, c'est le plus simple de tous, c'est le concept de repository. Donc ça, voyez-le comme un monorepo en fait. Votre repository Bazel, c'est votre projet qui contient potentiellement, c'est pas obligatoire, qui contient des sous-projets, à la façon d'un monorepo classique. C'était rapide, j'ai dit, c'était très simple le premier concept, les autres vont être un peu plus compliqués. La notion de workspace. Alors en fait, un workspace dans Bazel, c'est un répertoire qui va contenir les fichiers sources de votre projet, d'un projet. Et ce répertoire-là doit obligatoirement avoir un fichier qui s'appelle workspace. Je l'ai mis ici en vert. Et bien sûr, vous pouvez avoir plusieurs workspaces dans un seul repo. Un exemple ici, c'est l'exemple de Rules Node.js, donc le plugin qu'on fait pour Node.js. On a plusieurs workspaces, typiquement les exemples, les packages et ainsi de suite. Rien de nouveau. Et donc ce workspace, ce fichier workspace, qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est celui qui va définir les dépendances de votre projet, à la manière d'un package JSON ou d'un POM XML par exemple. Donc là, on va lister toutes les dépendances avec d'autres repositories externes, soit localement sur votre machine, bien sûr, ou récupérées depuis Internet. Désolé, c'est un peu trop petit, mais l'idée ici, c'est de ne pas comprendre ce que fait ce fichier, mais c'est juste d'illustrer en fait
à quoi ressemble concrètement. Donc au-delà de la syntaxe pour info, c'est une DSL inspirée de Python, donc d'un sous-ensemble de Python 3. Et puis voilà, vous listez en fait vos dépendances. Donc ici, je vais charger la règle HTTP archive, git repository, et ainsi de suite. Et puis après, je vais lister. Ok, télécharge-moi Node, télécharge-moi la toolchain Kubernetes, télécharge-moi la toolchain Docker, et ainsi de suite. Et puis après, il va initialiser le projet. Là, comme c'est un projet TypeScript, dans l'exemple que j'ai sur slide, donc je vais bien sûr télécharger Node, demander en fait à Bezel de récupérer et installer les dépendances NPM avec cette règle-là, et puis configurer accessoirement mettre en place une configuration Kubernetes pour déployer par exemple sur du kube. Bien sûr, ce fichier-là, il va dépendre des projets, donc il ne sera pas exactement comme celui-ci. C'est vous qui choisissez vos règles, vos dépendances, et ainsi de suite. Mais la philosophie reste la même. L'autre concept qui est assez dominant dans Bazel, c'est la notion de package. Donc en fait, un package définit un ensemble d'instructions sur comment Bazel doit builder, tester, exécuter potentiellement un package. Et donc un package, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est votre unité d'organisation de code sur vos projets. Et un package, dans Bazel, encore une fois, c'est un répertoire qui contient un fichier build ou build.bazel par convention. Donc rappelez-vous, on a un workspace qui contient du coup un ou plusieurs packages. Même principe, un package, on peut en avoir plusieurs, et d'ailleurs c'est recommandé, je vais en parler par la suite. Et ce build.bazel, voici à quoi il ressemble. Donc on définit en fait une visibilité de mon package. Ça c'est le côté hermétique dont je parlais tout à l'heure. Si vous dites rien à Bazel, un package par défaut il est isolé. Il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui rentre comme dépendance. Il faut dire à Bazel, ok, ce package-là va être visible par les autres packages. Et après, voilà, principe assez simple, je charge les définitions des règles, puis après je les invoque. Ici, donc dans mon exemple, je vais builder en fait du Rust. Et après, je vais générer du WASM, du WebAssembly. Une petite astuce, il faut effectivement essayer de faire les packages les plus petits possibles, ce qui va faciliter derrière en fait le parallélisme. Et donc, Bazel va pouvoir builder en parallèle vos packages, et donc en fait avoir un gain en temps énorme. Ça, c'est très facile à dire, mais si vous mettez aujourd'hui Bazel sur un projet déjà existant, il va falloir nettoyer le projet en fait pour mettre en place ça. Ça, je vous le dis encore une fois par expérience. Donc, dès le départ, c'est bien. En fait, en mettant en place Bazel, ça va nous aider à structurer, architecturer nos dépendances, nos packages, pardon. Mais au cours de chemin, en fonction de comment vous avez fait dès le départ, ça peut être un blocage ou pas pour la suite. Et puis voilà, les conventions, mais ça, c'est dans la doc. Hop, une autre notion, c'est les targets. Donc les targets, en fait, sont des sortes de directives qui sont donc définies dans les packages, dans les fameux builds, et qui décrivent, encore une fois, comment je vais builder ce package en particulier. Sachant que je vous dis tout à l'heure le côté polyglotte de Bazel, c'est-à-dire que j'ai un répertoire qui peut contenir du Java, et à côté un répertoire qui contient du Rust. Voilà, Bazel, lui, il s'en fout. Tout ce qui compte, c'est ce qu'on met dans le package. Et donc ça, c'est grâce au target, les directives. Ici, voilà, l'exemple de tout à l'heure, générer du Rust, puis après du WebAssembly. Les targets, dans ce cas-là, c'est les noms, en fait, que j'ai mis ici en highlight. Je reviendrai tout à l'heure, en fait, sur cette notion de target combinée avec les labels. Donc, un label, c'est un ID unique vers votre target. Donc lorsque vous allez dire à Bazel, ok, je vais builder cette target en particulier, vous allez devoir l'identifier en fait. Donc la forme canonique, c'est arrobase le nom du workspace en question, suivi par // qui définit en fait la racine de mon workspace. Et puis après, le nom du package. Donc ici, c'est juste des répertoires, hein, rappelez-vous. Puis après, 2 points, le nom de la target, donc dans le name que j'ai mis tout à l'heure dans ma règle. Bien sûr, c'est un peu trop long à écrire, donc en fait, il y a plusieurs façons d'écrire un label. Ça peut être comme la première, ou bien la dernière qui dit « je m'en fous des targets, build-moi tout ce qui existe dans mon projet ». La dernière, préparez-vous, si vous êtes sur un très gros projet, ça peut prendre du temps la première fois.
le temps que Bazel en fait génère son cache. Et donc, on va finir avec les règles et les actions. Pardon. Donc les règles, en fait, c'est vraiment ce qui va définir cette relation-là entre j'ai des choses en entrée, des fichiers sources en entrée, et donc je vais générer des artefacts ou autre chose. Et donc c'est ça qu'on appelle en fait une règle, un plugin, hein, pour faire simple. Encore une fois, hein, toujours dans le fameux fichier Bazel, build.bazel. Donc ça, en fait, c'est une règle que j'invoque ici. TS library, c'est une règle qui va contenir du coup un ensemble d'attributs. Le nom est obligatoire, hein. Le name il est obligatoire, donc on verra tout à l'heure lorsqu'on créera notre propre règle. Il n'y a pas besoin de le spécifier. Donc ici, typiquement, j'ai en entrée de cette règle-là un ensemble de sources TypeScript, de fichiers sources, avec éventuellement des dépendances. Ici, quand je lis en fait cette règle-là, ça veut dire que mon fichier shorten.ts, quelque part, il fait un import quelque chose de ma dépendance Bazel soit /shorten, les imports ES6 en fait. Donc tout ça doit être listé dans mes dépendances. Et puis, la façon dont cette règle a été écrite, en fait, génère du coup un shorten.d.ts, définition type TypeScript, et un fichier transpilé en JavaScript. Mais ça, c'est le développeur qui a choisi de faire ça. En l'occurrence, c'est nous, mais après vous, quand vous allez écrire vos règles, vous définissez en fait ce que doit faire cette règle-là. C'est ça qui est bien. L'autre côté sympa avec Bazel, c'est que je vais pouvoir composer ces règles entre elles. C'est ça en fait qui va me permettre par la suite de créer mon graphe de dépendance. Si je prends ma règle de tout à l'heure, le TS library, en fait, ce qui va prendre des fichiers sources TypeScript et générer un fichier JS et accessoirement des types, je vais pouvoir prendre en fait la sortie de cette règle-là et la combiner avec une autre règle. Ici, j'utilise rollup en fait pour donc générer un seul fichier pour mon bundle final. Et encore une fois, hein, vous voyez les logos JavaScript, TypeScript, mettez autre chose à la place, ça marche pareil aussi, en fonction de la techno bien sûr, si c'est supporté. Dernier concept à connaître, ce sont les actions. Et en fait, les actions, c'est les unités de compilation dans Bazel. C'est ça exactement qui va déclencher le build ou le test. Et en fait, en gros, pour faire simple, c'est l'implémentation de votre règle, en fait. Encore une fois, toujours le même exemple. TypeScript, ça me génère du JS. J'appelle une règle qui s'appelle TS-Library, en fait, pour faire simple et vraiment caricaturer un peu, schématiser un peu l'implémentation. En dessous, en fait, ça appelle simplement le compilateur TypeScript avec des paramètres en plus. Et bien sûr, tout le reste, c'est vraiment l'abstraction Bazel, en fait, ce qu'il faut écrire. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que pour moi, en fait, une action, c'est comme une fonction mathématique. C'est la relation entre des inputs, ça me donne un output, et c'est toujours la même chose. Pour un même input, j'aurai toujours le même output. C'est la garantie que me donne Bazel, en fait. Voilà, le côté déterministe ici est pur aussi. Ok, je ne sais pas comment on est au niveau timing, mais voilà. On va avancer. Autre chose que j'aurais voulu savoir aussi à l'époque, c'est comment écrire des règles from scratch, on va dire. Donc, pour ça, déjà, avant d'écrire vos règles Bazel, il faut connaître un langage qui s'appelle Starlac. Et en fait, ce Starlac-là, c'est un sous-ensemble de Python 3. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un Fizzbuzz. C'est une DSL en fait qui contient des instructions de base, des if, des fonctions. Par contre, il n'y a pas de while par exemple, il n'y a pas de yield, pas de notion de classe pour ceux qui font du Python. Je vous ai mis la liste parce que moi je ne la connais pas par cœur, mais voilà, on ne peut pas tout faire avec ce langage-là. Et c'est fait exprès en fait par l'équipe. C'est un choix qui est assumé par l'équipe. Ensuite, donc l'anatomie en fait d'une règle. Donc, bien sûr, ça suit une certaine convention. Premièrement, toujours, il faut mettre un workspace, c'est obligatoire, sinon vous ne pouvez pas lancer Bazel en fait en ligne de commande s'il trouve que voilà, ce fichier manque. Ensuite, par convention, on a un fichier index.bazel, mais vous pouvez le nommer comme vous souhaitez. Et puis le fichier qui appelle cette règle-là dans un build.bazel. Je vous ai mis donc l'exemple en haut, c'est une règle, un hello world en fait, c'est la plus simple de toutes les règles, elle ne fait rien. C'est juste une implémentation vide qui fait un print.
Et puis, voilà, j'exporte ma règle sous l'appellation empty, donc je lui donne un nom. Et ensuite, pour l'invoquer, pour l'appeler, voilà, je charge la définition, le fameux load que vous avez en haut. Et après, en fait, je l'appelle empty. Et le nom, je lui ai dit que c'était obligatoire. Pour exécuter après en ligne de commande, donc c'est Bazel build et le label, d'accord? Et vous voyez ici, donc le label correspond bien au nom que j'ai donné à ma règle. Le fait de... Quelqu'un peut me dire du coup ce que ça va faire cette syntaxe-là? //2.build, pardon, 2.nothing. Ouais, vite fait, ok. C'est pas grave. En fait, en gros, là, je dis à Bazel, ok, pars à partir de la racine de mon workspace et trouve-moi une règle qui s'appelle nothing. Donc ça peut être à la racine du workspace, mais ça peut être au fin fond d'un package que je connais pas. Ça va jusqu'à maintenant? Je vous endors pas trop? Okay. Apparemment si. Là, bon, concrètement, comment ça marche? Donc je vais toujours rester sur TypeScript. Ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai cette ligne de commande que je tape tous les jours, on va dire. J'appelle TSC, donc c'est le compilateur TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas. Je lui donne un ensemble de fichiers TypeScript avec éventuellement des paramètres, des flags. Et puis je lui dis génère-moi un main bundle.js. Très, très simple. Donc comment je fais si je devais implémenter ça en Bazel? Donc la règle, je l'appelle TS-binary, c'est un choix que j'ai fait. Après, toujours workspace, build, et à côté, j'ai les fichiers sources, file 1, file 2, et la définition de ma règle, pardon, dans un fichier index qui sera donc dans le slide suivant. Là, je vous montre en fait, encore une fois, c'est un choix que le développeur fait. Le développeur décide que okay, ma règle doit être invoquée comme ceci, avec un name, qui est obligatoire bien sûr, et un ensemble de fichiers sources. C'est tout. Et donc l'implémentation de la règle, c'est encore une fois un choix qui dépend du développeur. Le choix que j'ai fait ici, c'est que j'ai dit à Bazel, ok, pour invoquer cette règle, je vais générer à la volée un script shell avec la commande, le template que vous avez en haut, celui que j'avais dans le slide précédent, TSC, un ensemble de fichiers avec des flags en plus, et puis le nom du bundle final. Donc l'implémentation, voilà, c'est par convention, c'est une fonction privée en Python. Ici, je déclare le script qui va être généré. Bien sûr, hein, tout ça c'est du chien à pour vous, mais après, dans la doc, c'est très expliqué ce que c'est un CTS, donc c'est le contexte de mon action et ainsi de suite. Mais bon, là, on n'a vraiment pas le temps de rentrer dans chaque ligne. Je prends du coup mon template qui est en haut et je remplace les variables par la vraie, les inputs que j'ai en entrée. En l'occurrence, la liste des fichiers TS et le nom du fichier source, du fichier output. Je dis à Bazel, ok, génère-moi ce fichier shell. Et après, je lui dis aussi, alors le runtime, les run files, c'est une notion très importante. Bon, que malheureusement, je n'ai pas mis en gras dans mes slides. Mais en fait, ce sont les fichiers qui vont être disponibles à votre action au moment où elle va s'exécuter. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, Bazel, lorsqu'il exécute une action, il l'exécute dans une sandbox. Donc, hermétique, il y a un, encore une fois, qui rentre, qui sort. Si votre action, votre unité de compilation là, dépend de fichiers sources, il faut dire à Bazel qu'en fait, voilà, ces fichiers, c'est des fichiers run file. Sinon, en fait, il ne va pas les trouver. Et ils ne vont pas être du coup copiés au moment de la compilation et de l'exécution. Donc là, je lui dis, mes run files, c'est tous les fichiers qui sont passés en SRCS. Et après, je retourne la définition de ma règle. Et je dis à Bazel, ok, voici la définition de ma règle. Et puis après, comme tout à l'heure, je lui donne un nom. Enfin, j'exporte un nom qui s'appelle TS Library. TSC Library avec l'implémentation qui est définie au-dessus et les attributs en plus, qui sont ici de type label list, c'est-à-dire que je vais pouvoir autoriser dans les sources ici, vous voyez bien qu'il y a 2 points devant en fait, les fichiers. Ça veut dire que c'est un label. Donc en fait, je dis à Bazel, trouve-moi du coup les fichiers qui portent ce nom-là. Encore une fois, c'est un choix. J'aurais pu dire non, j'accepte que des fichiers avec des chemins physiques,
des chemins Unix. Voilà, là j'avais mis un exemple ici au cas où que ce soit pas très clair. Hop. C'est bon pour l'instant, ça va, c'est à peu près clair. Ensuite, là on va en fait entrer dans la partie qui va expliquer pourquoi on est passé sur Angular de 1 heure de build à 7 minutes. Donc pour l'instant c'était juste une introduction à Bazel, mais ça vous pouvez, je veux dire, sans le côté parallélisme, pas du côté parallélisme que vous pouvez avoir par la suite. Alors pourquoi Bazel en fait est rapide? C'est parce que lorsqu'on lance une compilation sur une machine ou sur une CI ou peu importe, en fait Bazel il va analyser votre projet en fonction du coup des fichiers build que vous avez fait, donc les packages, avec du coup les différentes targets et les dépendances qu'il y a entre les targets. Et pour information, Bazel il déteste les références croisées. Donc si vous avez des références croisées dans votre projet, il va s'arrêter en fait. Donc c'est à vous de les corriger. Il génère en fait un graphe de dépendance, un DAG, et puis après il va effectivement lisser on va dire les dépendances qu'il y a entre chaque action. Et bien sûr, s'il y a par exemple la première action là, qui a changé, il va builder uniquement les actions, enfin il va invoquer du coup les builds des actions qui ont été modifiées. C'est le côté incrémental dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est même en fait beaucoup plus malin que ça, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a telles actions, enfin, il y a telle action qui, on va dire, il y a ces deux actions-là qui n'ont pas un parent commun, donc en fait aucun parent en commun. Voilà. Il va les exécuter du coup sur des threads séparés. Donc il va paralléliser en fait les builds. C'est comme ça en fait qu'il détermine comment il doit déclencher les actions en parallèle. Donc ça c'est pour le côté exécution. Maintenant ici, Bazel génère du cache aussi. Lorsque vous lancez la première fois, effectivement ça va être lent, mais c'est pas grave parce que le cache va être stocké quelque part et les exécutions suivantes, il va juste aller lire le cache. Même principe. Donc là, le cache est généré à partir de l'output des différentes actions qui sont invoquées, indexées par un SHA-1. C'est comme ça qu'il détermine l'invalidité du cache. Un exemple ici, il y a une action qui a été invoquée, donc qui a été changée en fait, le code source a été changé. Pareil, le chemin, il est calculé par Bazel. Tout ça va être buildé uniquement, enfin, les actions qui y dépendent. Et c'est tout. Un schéma global du cache et de l'exécution donc en local. Voilà, le Bazel prend votre code source. Pour information, en fait, Bazel, lui, ne lit pas le code source. C'est les actions qui vont du coup interpréter le fameux TSC, compiler, etc. C'est lui qui va vraiment ouvrir les fichiers et les lire. Bazel, lui, s'en fout un peu en fait de ce qu'il y a dans vos sources. Il calcule, il génère son cache en local. Bien sûr, il ne régénère que ce qui a été changé. Et après, il va utiliser les CPU disponibles sur votre machine pour builder les tâches en parallèle, les actions en parallèle. Bien sûr, c'est configurable. Hein. Vous pouvez limiter le nombre de threads, de CPU, etc. Le côté cool, et donc c'est grâce à ça qu'on a réduit le temps de build, c'est que vous allez pouvoir aussi configurer Bazel pour qu'il utilise des machines distantes pour faire le build. Alors, bien sûr, par distante, ici, j'entends dans le cloud, mais ça peut être chez vous, dans votre bureau, votre cuisine, mais avec des machines assez performantes, on va dire, en termes de puissance de calcul et de stockage. Même principe qu'avant, c'est juste qu'effectivement, cette configuration-là va dire à Bazel, OK, en plus de ma machine, utilise une machine distante ou un ensemble de machines distantes. L'exemple que j'ai ici en tête, c'est l'équipe TensorFlow, qui est en fait le plus gros projet qui utilise Bazel. Ils font ça en fait, du coup ils utilisent GCP derrière pour builder TensorFlow. Et je crois que l'exemple qu'il a donné, c'était 650 CPU, un truc comme ça, pour builder vraiment en un temps record. Après j'imagine que ça coûte de l'argent, mais pas grave. Il y a un côté intéressant dans Bazel, c'est le côté dynamique aussi, c'est-à-dire qu'il est capable de lancer un build en local, un build à distance, et puis prendre en fait le résultat du premier build qui a fini, et annuler du coup l'autre build. Parce que pour certains projets assez simples qu'on fait nous, etc., il n'y a pas besoin vraiment de monopoliser un gros, on va dire, une grosse instance. Donc c'est plus intéressant de builder en local sur votre CI plutôt que de faire des appels à des machines distantes, parce que voilà, à cause de la latence réseau et tous les problèmes qu'il peut y avoir. Il y a un langage qui est intéressant qui est offert par Bazel, donc c'est le Query Language.
vous allez pouvoir du coup dire à Bazel, OK, génère-moi un graphique de toutes les dépendances de mon projet. Donc ici, j'ai un exemple avec cette commande au-dessus. À l'époque, j'étais consultant, donc sur un très gros projet dont je parlais tout à l'heure, le fameux Angular. L'idée ici, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe, mais juste vous montrer en fait que ça, c'est un très bon exemple de projet où Bazel aurait été vraiment intéressant. Ici, le temps de build est de 20 minutes. Les tests, j'en parle même pas. Voilà. Le problème avec ça, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de dépendances et c'est trop tard en fait, au bout d'un moment. Il faut le faire dès le départ. J'avais préparé un petit exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du Rust. Ce que j'ai dit tout à l'heure aux autres avant que vous arriviez, en fait, j'ai appris Rust en 3 jours, donc je suis pas du tout un développeur Rust. C'est juste pour écrire mon exemple que je veux faire, qui est en fait un générateur de projet. Donc vous voyez qu'on vous crée un projet sur GitHub, qu'on vous donne un nom. Vous avez en bas en fait un exemple de nom qui vous est suggéré, avec des noms à la con, en fait, un adjectif puis un nom. Donc j'ai fait la même chose, mais du coup avec du Rust, compilé en WebAssembly avec Bazel et déployé sur Azure, pour faire vraiment compliqué. Concrètement, comment ça marche tout ça? Alors, c'est celui-ci. Est-ce que donc vous voyez bien l'écran, le code? Ouais. Donc en fait, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, le fameux fichier workspace. Hop. Où là donc j'ai le nom de mon workspace ici. Je charge la définition donc de la règle, ce qu'on appelle en fait la tool chain, c'est-à-dire que c'est tous les outils nécessaires. Ici en l'occurrence c'est du Rust, donc ça va être le compilateur Rust, ça va être le runtime Rust, etc. qui vont être téléchargés. Après, en fait, voilà, j'invoque. Je ne vais pas entrer en détail ici, mais ça vous montre du coup en fait, à quoi ça ressemble concrètement sur un projet, en fait, ce fichier-là. Ce qui est à la fois bien et contraignant avec Bazel, en fait, c'est qu'on doit lister la version exacte de mes dépendances, encore beaucoup plus stricte sur NPM, de toutes les dépendances que j'utilise. C'est ce qui vous permet aussi, ce qui vous garantit, en fait, le côté déterministe. En fait, on aura toujours le même build, toujours les mêmes artefacts qui est généré. Et puis là, dans mon package, j'en ai qu'un en fait. Donc c'est ma fameuse librairie Rust qui me génère ici. En gros, j'ai un tableau d'adjectifs avec un tableau de noms. Et en fait, je fais un random tout simple. Il me génère du coup, il concatène les deux. Très, très basique. Il m'a fallu 3 jours pour le faire quand même. Ce fichier du coup va être compilé par Rust. Et après, je vais utiliser une dépendance pour générer du WebAssembly qui va être du coup lu par Node.js via du code JavaScript. Donc le code JS, c'est le fameux main qui est là. Bon, après voilà, ça c'est tout le charabia là, c'est spécifique au WebAssembly parce que c'est du binaire. Donc il faut charger le binaire, parcourir la mémoire et puis lire les infos qui m'intéressent. Mais en gros, voilà, ça, en l'exécutant, ça va me donner le résultat que je souhaite. Donc, ça a fait, en fait, tout à l'heure, du coup, j'ai buildé le projet avant la session, donc ça a pris à peu près 2-3 minutes, enfin 2 minutes et quelques, pour télécharger tout Rust, le runtime, les dépendances, les sous-dépendances et ainsi de suite, générer le cache. Et donc là, normalement, effet démo, voilà, donc là, ça s'est exécuté en 0 seconde, enfin 1 seconde, et ça m'a donné ici le nom d'un projet. Si je refais la même chose, j'ai un nom qui est généré. Donc, effectivement, là, vous n'avez pas l'effet wow parce que ce qu'il faut voir, en fait, il faut voir le avant et l'après. Ça, là, c'est plus intéressant. Mais croyez-moi, voilà, tout à l'heure, ça a pris 2 minutes la première fois. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que si vous mettez en place chez vous, ce cache-là, en fait, peut être mis sur une CI et toute l'équipe, en fait, en bénéficie. Donc, voilà, on n'est pas obligé de rebuilder tous le projet. Bazel va juste lire le cache qui était déjà généré par un collègue qui est arrivé tôt le matin, par exemple. Donc ce projet-là, je vais passer la partie déploiement sur Azure, etc. parce qu'on n'est pas là pour ça. Donc là, c'est déployé sur une fonction Azure en mode serverless. Bien sûr, hein, voilà, chaque fois que je rafraîchis, je vais avoir un nom différent. Je suis en 4G pour information. C'est pour ça que ça met du temps, mais normalement c'est rapide.
Voilà, mais tout ça derrière, ça appelle du Node qui va lire du WebAssembly, parcourir tout le truc mémoire, etc. et puis générer mon code. Ça vous donne aussi un exemple, effectivement, avec Bazel, de pouvoir peut-être se mettre WebAssembly, vu que c'est à la mode en ce moment. Après, là, j'avais fait un autre exemple, où là, c'est du pur Azure Function, buildé avec Bazel. Donc là, j'ai écrit un article assez détaillé sur Dev2, avec tout le code nécessaire, etc. Voilà, donc maintenant, à votre tour, je vais partager les slides aujourd'hui donc sur Twitter, donc avec tous les liens nécessaires, etc. Mais gardez en tête quand même que voilà, je vous ai présenté Bazel, je vous ai peut-être pas convaincu effectivement que c'est un outil intéressant pour vous, mais en fonction de la configuration des projets sur lesquels vous bossez, ça peut être intéressant si vous avez vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, un temps de build assez conséquent, que ce soit en local ou sur une CI. Et voilà, donc essayez-le. Si vous faites du JS, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ça sur Twitter. Et puis voilà, donc là vous avez tous les liens ici, donc n'hésitez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est bon, je suis dans le timing, c'est rouge. Merci.